Tu as eu l'honneur de servir à côté de mes prédécesseurs pour lesquels, au moment même, j'ai une très grande pensée. Monsieur le maire honoraire René Burgin et monsieur le maire Gilbert Nominé. Un engagement qui force le respect. Dimanche, le repas des anciens de la commune de Walchbronn a donné l'occasion de récompenser le premier adjoint Xavier Demerlet pour ses années d'engagement au sein de la municipalité. Il a reçu des mains du sous-préfet Wassim Kamel la médaille d'honneur régionale, départementale, communale, échelon or et le diplôme qui va avec. Cette récompense s'obtient après 35 années de service, mais Xavier Demerlet en compte beaucoup plus, 48 au total, depuis son entrée au sein du conseil municipal de cette commune le 20 mars 1977. Il est ensuite devenu premier adjoint en 1995, une fonction qu'il occupe toujours aujourd'hui. Être premier adjoint était pour moi un honneur et une responsabilité que j'ai assumée avec conviction. J'en garderai de nombreux souvenirs. Des projets menés, parfois des difficultés, mais surtout de belles réussites collectives. L'heure est désormais venue pour moi d'ouvrir une nouvelle page, celle de la retraite, avec l'envie de consacrer plus de temps à ma famille, à mes proches et à d'autres projets personnels. Cette cérémonie officielle, organisée pour saluer un engagement exceptionnel, était riche en émotions. Xavier, merci pour ton engagement, ta loyauté, et pour tout ce que tu as donné. Cet hommage est avant tout un témoignage de reconnaissance et surtout d'amitié. Merci Xavier. Avez-vous compris la question? Non. Vous avez tout l'amour et la lumière. On s'est battu, on n'a rien volé. L'énergie ne faiblit pas. Cette année encore, l'association Aidons les enfants du monde organisait l'événement solidaire Noël en partage. Un après-midi de chant choral destiné à récolter des fonds pour améliorer l'éducation et la santé des enfants défavorisés en Moselle-Est et dans le monde entier. Au total, depuis la création de l'association, près d'1 million d'euros a été donné pour réaliser des actions concrètes sur le terrain, en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou à Sarreguemines. La vente des programmes du concert est une manière de récolter des fonds. La qualité des interprétations participe grandement à la réussite de l'événement. Cette année, les spectateurs ont pu écouter et applaudir les chanteurs des chorales Souffle d'avenir, la chorale du Parc, les choristes réunis du Haut-Poirier et du Val-de-Sarre ou encore les chanteurs de Méli-Mélodie. Bruxelles, Thionville et maintenant Metz, ce salarié agricole de Zoufgen n'a manqué aucune manifestation. Moi, j'ai toujours cru dans les manifestations. Depuis ma jeunesse, je trouve qu'on n'est pas assez considéré par rapport à ce qu'on fait, à notre travail fourni. On nourrit quand même les gens, hein. À l'image de ces 200 tracteurs et 25 bennes de fumier déversées place de la Comédie à Metz, ces 250 agriculteurs, membres de la FDSEA et des jeunes agriculteurs de Moselle, sont toujours aussi déterminés à faire entendre leur opposition au traité Mercosur, et ce, malgré les conséquences sur leur exploitation. Moi j'ai quelqu'un qui vient soigner, qui s'occupe des animaux là, par exemple aujourd'hui, et je pense que mes collègues font la même chose, ceux qui ont des plus gros élevages. L'impact c'est de se lever forcément plus tôt, de faire nos animaux avant, on est là, on manifeste notre colère. Et ce soir, quand on rentre, on ira encore terminer notre travail et ça aura été une longue journée. Si on veut tous manger quelque chose de correct encore aujourd'hui, oui, c'est important. C'est important que les Français sachent que nous, on nous impose vraiment des normes assez drastiques et ça a un coût. Et on ne peut pas rivaliser avec des gens qui donnent des hormones aux animaux. Ça a forcément un impact, mais si on ne bouge pas, il ne se passera jamais rien. On ne devrait pas avoir à faire ça, quoi. On devrait nous écouter directement dès qu'on a des revendications. Là,
La majorité d'ici, ils ont des personnes sur la ferme pour faire le travail et tout, mais c'est vraiment du temps de perdu, entre guillemets, à faire ça, quoi. Et on n'a pas le choix, C'est le seul moyen pour qu'on nous écoute, sinon on passe à la trappe. Pour une grande partie de ces agriculteurs, la mobilisation se poursuit le 20 janvier prochain devant le Parlement européen à Strasbourg. L'objectif, faire pression sur les eurodéputés pour que ces derniers saisissent la Cour de justice européenne afin de repousser le Mercosur. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde. Après la période de froid qui dure depuis Noël, des températures plus douces sont temporairement de retour. Cette phase de redoux pourrait durer jusqu'au 20 janvier pour laisser place à nouveau à des conditions plus froides. Donc avant de revoir possiblement de la neige d'ici la fin du mois, on va pouvoir profiter d'une météo plus clémente. Et avant le retour du soleil prévu fin de semaine pour la journée de demain, c'est la pluie qui sera au programme. La matinée débutera sous une légère bruine qui va s'intensifier dans le courant de la journée. Côté température, les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Nina et il fera jour de 8h25 à 17h03. Passez tous encore une belle journée et à demain! Pour le groupe Eric Wagner, 2025 a été une année riche en projets et en réussites. Chaque chantier a été l'occasion de mettre en œuvre notre savoir-faire pour façonner des espaces qui vous ressemblent. Merci à tous pour votre confiance. Ensemble, nous continuerons de construire le futur. Le groupe Eric Wagner et tous ses collaborateurs vous souhaitent une très belle année 2026. Pour 2026, Intermarché vous souhaite une année pleine de vitamines, comme nos fruits et nos légumes. Une année de qualité, comme notre viande. Une année gourmande, comme nos pâtisseries. Une année efficace, comme notre drive. Une année souriante, comme nos collaborateurs. Une année au meilleur prix, comme tous nos produits. Intermarché Sarreguemines et Beach vous souhaite une très belle année 2026. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À La Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. On peut marcher dans le pays de Beach en forêt et pas toujours se rendre compte qu'on passe des fois devant le patrimoine le plus ancien du pays de Beach, devant des tumuli. En fait, ce sont des tombes. Hein, je veux dire, comme les tombes, les pyramides sont aussi des tombes, quoi, hein. Alors ça, c'est des tombes qui sont datées de moins 1000, c'est-à-dire 3000 ans. C'est ce qu'on voit là, ça a 3000 ans. Bonjour à toutes et à tous. Ils se mobilisent toute l'année pour aider les personnes en situation de grande précarité, les membres de l'équipe mobile de l'UDAF à Sarreguemines. J'accueille aujourd'hui l'une d'entre elles, Mélanie Bock. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, l'équipe mobile de l'UDAF est très mobilisée actuellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, en premier lieu, quelles sont concrètement vos missions actuellement ? Oui, très bien. Alors, les missions de l'équipe mobile, on est 8 travailleurs sociaux sur le terrain, dans toute la Moselle-Est, donc de Beach à Creuswald, avec des grandes villes comme Saint-Avold, Sarreguemines-Forbach, mais tous les petits villages aussi aux alentours. On intervient, donc on va à la rencontre des personnes. La mission première, c'est la création du lien et le maintien du lien, justement pour permettre à ces personnes de rester en contact avec la société, parce que souvent elles sont en rupture.
On propose aussi, on a une réponse de l'aide immédiate, c'est des denrées alimentaires, des repas lyophilisés, sacs de couchage, les premières nécessités, on va dire. On oriente aussi les personnes dans les centres d'hébergement. Donc on travaille avec le 115 primordialement. On ne peut pas faire une mise à l'abri, orienter une personne sans passer par le 115 en fait. Donc le 115, il nous dit là dans quelle structure il y a des disponibilités des places. Et on oriente vers les services aussi adéquats, les personnes qui ont des problèmes d'addiction, on va les orienter vers les services d'addictologie. On oriente vers tous les services dont la personne pourrait avoir besoin. Et comment vous êtes mis au courant des personnes justement qui sont en situation de grande précarité? Parce que ce n'est pas forcément elles qui peuvent vous prévenir directement? Voilà. Alors déjà, on marche beaucoup par le réseau. Donc on a un numéro de téléphone qu'on fait circuler aussi bien aux personnes privées qu'aux personnes professionnelles, qu'aux personnes qu'on nomme usagers. Donc après, les personnes, les professionnels nous font un signalement, ou les gens simplement quand ils vont faire leurs courses, s'ils voient quelqu'un qui fait la manche, qui semble être en précarité, ils nous appellent. Et nous, le jour même, on va sur place, on va voir. Et sinon aussi, la troisième possibilité, c'est, comme on le dit souvent, le monde de la rue est un petit monde. Donc un petit milieu. Donc souvent, quand une personne est en difficulté et qu'elle connaît quelqu'un, elle va passer le numéro, elle va dire tiens, appelle l'équipe mobile, ils vont venir te voir, ils vont venir t'aider. Et justement, quand vous allez sur place, vous êtes toujours avec un sac à dos, c'est ça? Oui, ou c'est souvent ça. Avec Voilà, alors on a toujours notre sac à dos où dedans, il y a toujours de l'eau chaude. Donc un des premiers outils de la maraude, c'est le café. Ça permet de rentrer en contact, d'avoir un sourire, un échange, avec des repas lyophilisés dedans. Notre flyer qu'on peut donner à tout le monde, qui explique qui on est, ce qu'on fait et où on le fait. Voilà. Donc on a toujours ça sur nous et notre téléphone de service pour être joignable, du coup. Et pourquoi c'est important d'aller vers les personnes justement qui sont en situation de grande précarité plutôt que d'attendre qu'elles sollicitent de l'aide? Alors souvent, les personnes en rupture, justement, n'ont plus la force de faire cette démarche. Et c'est vraiment l'essence même de notre métier. Le métier de la maraude, c'est vraiment l'aller vers. La personne, elle se sent estimée, elle se sent exister par simplement un pas, un geste, une main tendue. C'est souvent énorme pour la personne. Donc ça instaure déjà un certain lien de confiance, quoi, de gentillesse, de bienveillance et d'empathie aussi, l'aller vers. Et quelles sont ensuite les premières réactions que vous obtenez quand vous allez à la rencontre de ces personnes? 99% des cas, c'est quand même très positif. Les gens semblent contents de voir qu'on ne les a pas oubliés, qu'on les respecte. Donc souvent, c'est quand même beaucoup de retours positifs et de remerciements. Et de là découle après un suivi, un lien qu'on va étouffer, affiner avec le temps. Et quels sont justement les parcours de vie des personnes que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a des profils types? Alors, il y a autant de parcours de vie que de personnes rencontrées. Chaque parcours est totalement différent d'une personne à l'autre. On met personne dans des cases. Chaque individu est unique. Et voilà, avec un parcours plus ou moins quelquefois semblable, ou quelquefois c'est des parcours complètement atypiques, quoi. Donc non, il n'y a pas de profil type. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont déjà marqué au fur et à mesure de votre carrière? Oui, moi ça fait 13 ans du coup que je suis à l'UDAF et à l'équipe mobile, donc c'est sûr que quelquefois il y a des rencontres qui ne laissent pas indifférents, hein. Et effectivement, oui, une petite dame qu'on a rencontrée sur Sarreguemines qui n'est pas tout le temps présente sur le secteur, mais qui a tendance à partir, revenir en fait. Et cette personne, elle est déficiente, et je pense qu'elle n'est pas, elle est un peu en errance, on va dire, hein, elle n'a pas d'institution ou de quelque chose à se rattacher, donc c'est vrai que quand elle vient sur le territoire, il est important, on peut être des personnes ressources, donc elle nous reconnaît, elle est contente, elle se sent rassurée, et voilà, donc c'est toujours stressant de savoir qu'elle va partir, on ne sait jamais vers où elle va, si elle va se faire agresser, si elle va tomber sur les bonnes personnes ou pas. Mais c'est vrai que tout ce qui est maladie mentale, c'est très très compliqué, parce que nous, déjà en tant qu'éducateurs, on n'est pas spécifiquement formés
dans ce domaine. Et c'est vrai que c'est une part de mystère, quoi. Donc c'est vraiment compliqué. Mais encore une fois, c'est à nous de montrer que malgré cette difficulté en plus, on a justement tout un éventail de partenaires qu'on peut solliciter et qui peuvent venir avec nous. Ils peuvent venir nous aider, nous appuyer et eux porter des diagnostics et voir pour amener ces personnes vers le soin, même si c'est très difficile et que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'imagine. Voilà. Combien de personnes vous accompagnez au quotidien ? Alors, au quotidien, dans une journée de maraude, c'est tout à fait aléatoire. Ça peut varier de 2 personnes à 13 personnes. Donc, chaque journée est différente. Le matin, on arrive en poste, on a notre téléphone, on regarde nos mails et notre téléphone de service pour voir si on a eu des appels. Et après, même si on n'en a pas eu, on prend notre sac à dos, on part marauder. Après, il y a des endroits un peu stratégiques, les commerces, les gares, les centres-villes. Donc, à force de marauder, on sait aussi où les personnes se situent ou se cachent. Et donc, on ira en faisant de la maraude vers ces personnes. Voilà. Est-ce que les périodes de grand froid, comme on connaît actuellement, rendent votre mission un peu plus complexe ? Oui, ça la complexifie un peu parce que du coup, il y a une demande aussi de l'État qui souhaite que personne ne soit laissé de côté. Donc on intensifie les maraudes, on renforce les accueils de jour, sont ouverts plus longtemps. Il y a des places aussi qui sont mises à disposition dans les centres d'hébergement en plus que les capacités dites de base, oui. Voilà. Et donc voilà, donc on est beaucoup plus vigilants. Et ça, en fait, nous, on va dire qu'on a les habitués, qui sont des personnes qui sont en rupture, qu'on va voir tout le temps. Mais là, en plus, il faut vraiment n'oublier personne, même quelqu'un qui ne souhaite pas forcément avoir un suivi, être dans un foyer, on ira la voir pour être sûr, pour redemander. Là, tu sais, il fait très froid, tu vis dans des conditions, attention, qui peuvent être défavorables pour ta santé, pour ta sécurité. Donc, on s'assure que la personne... qu'elle sache en fait qu'elle nous ait identifiés, c'est très important, et surtout qu'elle sache qu'on est là. Qu'elle sache qu'on est là, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui elle ne voudra rien que demain ce sera pareil. Est-ce que toutes ces rencontres, elles peuvent aussi vous impacter, vous, personnellement ? Vous avez dit que ça fait 13 ans que vous faites ça. J'imagine qu'au quotidien, ça doit être parfois un peu lourd par rapport aux expériences de chacune des personnes. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que je pense que une des qualités, les 2 qualités primordiales à avoir dans ce métier, c'est vraiment l'empathie. Sans empathie, on ne peut pas le faire. Mais c'est aussi de prendre de la distance, de savoir faire la part des choses. Et j'ai envie de dire, plus on est dans la rue avec ces personnes, plus on apprend à le faire, on apprend aussi à se protéger. C'est important parce qu'on a tous des familles aussi et on ne peut pas emmener toute la misère du monde chez nous parce qu'on ne serait même pas aidant. Et le but, c'est aussi d'être au top pour pouvoir les aider au mieux, quoi. Et est-ce qu'il y a des parcours qui évoluent positivement, un peu des lueurs d'espoir Oui, bien sûr. Donc du coup, nous, on propose... On crée le lien, mais on propose surtout aussi des mises à l'abri pour ces personnes d'aller dans des centres d'hébergement où là, il y aura toute une équipe éducative pour pouvoir les aider. Et donc, ces personnes, une fois qu'elles sont là, elles peuvent par la suite aboutir à des logements, des résidences, faire un projet de vie et aller dans des endroits, que ce soit du logement autonome à des logements adaptés. Donc ça, c'est des victoires. On a des victoires aussi quand on arrive à orienter les personnes vers les services adaptés. Il y a des victoires au niveau du soin, de l'addiction, il y a différentes... et surtout du logement. Voilà, parce que quelqu'un qui est en rue, c'est pas évident de passer de la rue au logement. Il y a tout un cheminement, on n'y arrive pas et c'est pas facile non plus. Mais bien sûr que l'espoir est là, parce que sinon on ferait plus ce métier non plus. Mais non, c'est eux qui nous donnent l'espoir. Comment est-ce que les habitants du territoire peuvent aider ou soutenir les actions de l'équipe mobile de l'UDAF ? Est-ce que ça passe peut-être à travers des dons ? Alors, ça passe surtout au niveau de l'aide par les signalements. Quand j'entends signalement, c'est-à-dire ne pas hésiter. Quelqu'un qui va faire les courses à Sarreguemines, à Forbach, qui voit quelqu'un qui se dit « Oh, je pense que cette personne semble être en difficulté ». S'il y a un doute, il ne faut pas hésiter à nous appeler. C'est très important. C'est comme ça que ça nous donne vraiment que le service peut exister et que notre métier, ce qu'on fait, a du sens aussi. Et donc, vraiment, nous signaler les personnes. En deuxième temps, oui, pour les périodes de grand froid, des dons, surtout des vestes
on a quand même plus d'hommes qu'on suit, donc des vestes chaudes, des bonnets, des gants, c'est vrai que ça, les donations, on prend. Et voilà, et comment on peut aussi aider les personnes, j'ai envie de dire, alors pas le service, mais plus particulièrement la personne qui se trouve sans domicile fixe, ou des grands marginaux comme on les appelle, quand on les voit, leur sourire, leur dire bonjour. C'est des choses simples, mais souvent la différence fait peur. Et revenir un peu aux bases, dire bonjour, ça ramène de la lumière, de l'espoir, et ça véhicule aussi de la dignité, du respect. Donc voilà, les prendre en considération, ne pas les rendre invisibles. Voilà. Oui, ça permet aussi pour eux de rompre l'isolement, ne serait-ce qu'avec un bonjour. Exactement. Au fil de leur journée. Exactement, c'est ça, parce que surtout ces personnes, elles souffrent de solitude. Donc ce qui est important, c'est de les considérer, et ça, c'est vraiment déjà beaucoup pour elles. En tout cas, le message est passé. Vous avez aussi vu passer le contact de l'équipe mobile de l'UDAF si jamais vous croisez une personne qui se trouve en difficulté. Voici le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup, Mélanie Bock, d'avoir été avec nous aujourd'hui. De rien, c'était avec plaisir. Et bonne continuation dans toutes vos actions menées avec l'équipe mobile. Merci beaucoup. Et très bonne journée à tous. Je m'appelle Thomas Sorin, 34 ans. Je travaille dans le verre depuis 12 ans. Je suis principalement réparateur sur verre. Ouais. Je refaçonne les pièces qui ont des défauts pour les rendre le plus conformes au modèle d'origine, pour que ça plaise aux clients. On a un gabarit, une pièce modèle, comme celle-ci par exemple. Et si jamais elle a été cognée ici ou là, je façonne la pièce pour enlever ce défaut et j'essaie de l'étaler le plus possible pour pas que ça se voit. Et le mieux, c'est que quand on voit même pas qu'il y a une réparation, c'est là où je suis plus content. En classe verte, en CM2 à peu près, on a été voir un vitrailliste à côté de la cathédrale de Chartres. J'étais fasciné là-dessus. J'ai cherché une école au collège pour faire vitrailliste. J'ai malheureusement pas trouvé, mais j'ai pas assez cherché. Donc je suis parti en verre froid à Yzeure, banlieue proche de Moulins, pour étudier le verre. Et j'ai fait 4 ans en arrêt technique du verre, option taille. J'ai malheureusement fait beaucoup de petits boulots, j'ai pas eu le choix. Et j'ai eu de la chance. Mon premier boulot, j'avais un ami qui a trouvé un poste à la Cristallerie Royale de Champagne, entre Troyes et Chaumont. J'ai postulé parce qu'il m'avait dit qu'il cherchait un tailleur. J'ai travaillé 2 ans là-bas. Malheureusement, l'entreprise a fermé. Mon ancien professeur de taille de Yzeure m'a rappelé en disant que mes employeurs Gilles et Guy cherchaient un tailleur. Et je suis ici depuis 2016. Le verre est assez fascinant, en vrai. C'est quand même une matière qui est créée par l'homme et qui est quand même assez impressionnante, tout ce qu'on peut en faire. Après, le travail du verre à froid, j'aime beaucoup. J'adore rendre la forme parfaite du verre avant de le vendre. C'est principalement ça que je fais. Je fais un peu de taille, mais je suis principalement réparateur en vrai. J'ai beaucoup travaillé sur les cendriers. Sur les cendriers, vu que les pièces sont souvent très différentes, c'est difficile de travailler par transparence. On est obligé souvent de travailler par en dessous. Et j'aime bien la variété des deux. Des fois passer par-dessus, des fois par en dessous. J'aime beaucoup. Ouais. Moi, j'aime bien quand il y a des jeunes qui viennent en entreprise pour leur stage. J'aime beaucoup les chaperonner. J'aime bien faire ça. Ouais. Être formateur, j'aimerais bien. Ouais. C'est un métier qui disparaît malheureusement quand on voit qu'il y a des machines qui sont capables de nous remplacer. Oui, on aimerait bien que ça reste un savoir-faire français.